moins cher de payer l'amende que de reprendre un bureau. Sauf qu'il est revenu le mois d'après, et ben l'amende elle a doublé. Et il m'a dit le mois prochain elle double encore. Mais il fait banqueroute, il peut pas vivre avec ça. Surtout à Dubaï. À Dubaï, alors j'en parle même pas. Bienvenue sur un nouvel épisode de SLN Host. SLN Host, un podcast dédié à la location courte durée. Et aujourd'hui, on accueille Hilal. Hilal, anciennement gérant d'un groupe hôtelier et aujourd'hui concierge à Dubaï. Bienvenue Hilal. Hilal, est-ce que tu peux nous rappeler exactement ce que tu fais à Dubaï aujourd'hui ? Ouais, bah écoute Raphaël, aujourd'hui moi je gère une société de gestion locative courte durée, donc voilà, je gère des appartements en Airbnb, plus communément, même si c'est sur d'autres plateformes aussi. Ouais. Donc j'ai créé cette boîte il y a 4 ans maintenant, en parallèle avec une autre société d'ameublement en décoration d'intérieur. Ouais. Et donc aujourd'hui, là, à l'heure où je te parle, on est en juillet 2025 et on gère à peu près 135 appartements dans tout Dubaï. Ouais, ben justement, c'était la prochaine question. Il y a un an, j'avais regardé, je crois que ton YouTube, tu étais à 70 appartements en conciergerie. Et donc en un an, tu as fait du x2 presque, pratiquement. Exactement. Et donc comment tu as fait ? Déjà, c'est vrai que le contenu sur les réseaux sociaux m'a beaucoup aidé. Donc moi, ma stratégie, elle est simple. C'était, je voulais que ça me coûte le moins possible en marketing. On est à l'ère des réseaux sociaux. Ouais. J'ai commencé à être invité au départ. Comment m'est venue l'idée, c'est que j'étais invité sur des podcasts d'agents immobiliers. Et là-bas, le marketing des agents immobiliers il est tellement puissant que on peut en tirer quelques leçons. Du coup, j'ai également lancé mon podcast, j'ai fait du contenu, j'ai des apporteurs d'affaires également que je commissionne. La plupart, ce sont des agents immobiliers que je commissionne pour chaque contrat qu'ils me ramènent. Et j'ai des partenariats qu'on a signés avec des agences immobilières à Dubaï. Okay. On s'occupe de leurs biens, des biens de leurs clients en tout cas, parce qu'eux restent concentrés sur la vente. Ok, bon, ça va. Et donc, qu'est-ce qui t'a poussé à partir de la France et de diriger vers Dubaï, et ça fait combien de temps aussi ? Ouais, la fameuse question. Bah écoute, franchement, j'ai toujours, déjà en règle générale, depuis très longtemps, j'étais attiré par l'étranger. J'avais déjà eu une première expérience à Dubaï. Alors, quand je dis expérience, c'était pas professionnel, mais j'étais venu un mois pour découvrir il y a vraiment très longtemps, il y a plus de 10 ans. Et très honnêtement, ça m'avait pas transcendé, mais je me suis dit bon, pourquoi pas, peut-être un jour et tout. Je sentais qu'il y avait un potentiel dans cette ville. Et donc après, c'est vrai que le déclencheur, c'était le Covid quand même, mine de rien. Ouais. Et je me suis retrouvé comme tout le monde chez moi et à me dire écoute, c'est peut-être le moment de prendre la tangente. Donc ce qui s'est passé, ce qui a été vraiment un déclencheur, c'est que j'ai investi à Dubaï mon premier appartement. Okay. Et je l'ai mis en gestion locative avec une agence de Dubaï. J'étais pas spécialement content. Comme moi je suis de l'hôtellerie aussi, des métiers de l'hôtellerie, je suis un ancien directeur d'hôtel. Je me suis dit mais pourquoi je le fais pas tout seul en fait, tout simplement. Donc j'ai commencé à le faire tout seul. Je me suis à distance ou à distance, ouais. Ok. À distance. Et t'as fait ça comment ? Finalement, là, attends, excuse-moi. Ouais. Donc là, on est en pleine période Covid, t'as acheté. Ouais. Et donc t'as la société de conciergerie qui s'occupe de ton appart. C'est ça. Et là, tu te dis, je vais reprendre la main en plein Covid. Ouais, je fais des allers-retours. Ouais, d'accord. Je fais des allers-retours à Dubaï et puis un jour, je vais check mon appartement et je vois que c'est catastrophique. Le check-out, ça se voit qu'il n'a pas été fait en bonne et due forme. Ouais. Il y a une fuite énorme qui a endommagé mes murs et tout. J'appelle l'agence, ils n'ont pas l'air de prendre le truc au sérieux, je vais les voir et tout. Je leur laisse le contrat, je reviens en France, je me dis c'est sûr, j'arrête avec eux. Et je commence donc du coup à me dire bon, je peux le faire tout seul, je peux gérer tout seul. J'avais pris 2-3 contacts
Et je commençais comme ça, du coup, hein. J'ai commencé avec une première société de ménage à gérer à distance. En réalité, quand même, j'avais que un bien, donc ça allait. J'avais des gens sur place. Mais en réalité, il faut être sur place pour pouvoir gérer, parce que y a quand même quelques petites spécificités qui, des fois, il suffit d'un client et d'un mauvais commentaire pour que tout ton listing se bascule, quoi. Du coup, des fois, j'ai peut-être eu des soucis où il fallait que je sois là, et donc je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois là. Mais j'ai quand même réussi à gérer à distance. Puis c'était pas très long, c'était l'histoire de quelques mois. Je me suis installé quelques mois après. J'ai récupéré mon appartement. Et après, j'ai eu des clients, des voisins à moi qui savaient que j'avais... Parce qu'on a un groupe dans mon building, un groupe WhatsApp des francophones de mon building. Je dis, oh, Hilal, écoute, je sais que tu gères ton appartement tout seul, est-ce que tu peux gérer le mien aussi, tu vois? Et moi, j'avais déjà dans l'idée de monter ma boîte, mais je me suis dit, je la monte pas tout de suite. Je voulais retourner dans l'hôtellerie et expérimenter l'hôtellerie à Dubaï. Et finalement, le marché de l'hôtellerie à Dubaï, en tout cas le marché de l'emploi, il était beaucoup plus tendu que celui que je connais en France. Donc honnêtement, j'ai eu absolument aucun entretien à part pour de la restauration, pour diriger des restaurants, et c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Et du coup, j'ai dit, je lance ma boîte de gestion, je commence à prendre mes premiers appartements et avec mes voisins. Et puis après, de fil en aiguille, je rencontre un agent, 2 agents qui me donnent des biens, qui me font confiance, les propriétaires. On lance la création de contenu. Et là, on était en quelle année, là, c'est pas? Là, on est en fin 2021. Ok, ah oui, c'est passé. Un an et demi, c'est ça, à peu près? Ouais, c'est ça. C'est ça, à peu près. Si tu veux, alors, sans te donner exactement l'historique avec les dates exactes, mais la première année, 2021, donc les 6 premiers mois, donc j'arrive en août, et je dois avoir 3-4 biens à la fin de l'année en gestion. La deuxième année, donc 2022, si je dis pas de bêtises, je dois être à une quinzaine de biens. Donc moi, j'estime que c'est ma première année, l'année 2022. Le reste, c'est vraiment le lancement de la boîte. L'échauffement. Ouais, c'était de l'échauffement. Et puis après, je passe à 70 biens à peu près. Et après, j'ai fait que d'augmenter jusqu'à 135 biens aujourd'hui. Ok. Donc, et donc, pourquoi tu penses que gérer un bien en France et à Dubaï, ça n'a rien à voir? Ouais, alors c'est clair et net, ça n'a rien à voir. Même s'il y a plein de similitudes, c'est sûr. Donc déjà, on n'a pas la même clientèle. On a une clientèle internationale et elle est tellement exigeante, mais c'est vraiment incroyable, hein. Pour te dire, j'avais déjà dit dans un autre podcast, mais on a des clients qui viennent et qui nous demandent, alors qu'ils ont loué sur Airbnb, où est le valet qui peut porter mes bagages, etc. Tu vois, on a ce genre de clients-là. Et quand c'est comme ça, toi, tu mets un service spécial ou pas? Non. En fait, on met un max de services, mais après, il y a des trucs qui sont juste pas possibles. Et c'est vrai que les gens peuvent parfois faire la confusion avec un hôtel, même s'ils ont loué sur Airbnb, parce que les buildings là-bas sont tellement... il y a tellement de services. Ils sont équipés. Des fois, il y a même des valets dans certains buildings, mais bon, c'est 1% des buildings ça, c'est quand tu es proche Marina... ou comme tu peux en avoir à la Marina, tu peux en avoir même dans certains quartiers moins hype. Ouais, ça dépend vraiment là-bas. Si tu veux, Dubaï, c'est pas par quartier, c'est plus par building que ça marche. Tu peux avoir un building avec tous les services inclus, et juste à côté, pas de service. Et ça, tu penses que c'est dû au promoteur? C'est le promoteur. Ok, d'accord. Ouais, clairement, c'est le promoteur. Alors, c'est vrai que tu vas trouver des promoteurs plus luxueux dans certains quartiers, style downtown, style City Walk, etc. Et donc là, vraiment, il y a des promoteurs très particuliers qui font des projets là-bas. Et donc, il y a beaucoup plus de services en règle générale. Mais des fois, tu as des promoteurs un peu plus luxe qui vont dans des quartiers résidentiels de la classe moyenne et qui te sortent des projets luxe, tu vois, tu comprends pas pourquoi, mais ils marchent très très bien. Ça fonctionne aussi. Du coup, je sais même plus c'était quoi exactement ta comment question. ça se fait que c'est vraiment différent par rapport à la France? Ce qui est différent par rapport à la France aussi, c'est que là-bas, dans chaque building, tu vois, on parlait de service, tu as la sécurité. On est obligé d'enregistrer chaque client et au gouvernement, donc via une application en ligne, donc chaque client, et également à la sécurité. Sinon, la sécurité, elle ne les laisse pas passer.
Donc ça, tu vois, il suffit pas juste d'envoyer les informations aux locataires. Si on les a pas au préalable enregistrés dans le building, même par un email. Il y a certains buildings qui ont une plateforme, etc. Mais ils laissent pas les clients passer. Donc ça, c'est aussi un truc qui peut changer. Comme je te disais aussi, les clients qui sont très exigeants. Et derrière, après, c'est plus ou moins similaire sur la gestion au quotidien. Ouais. Maintenant, j'ai quand même l'impression que en France, on est le locataire, il fait un peu plus, tu vois. C'est ce que je disais un peu Ouais, aussi c'est avant ce le que tu me podcast. disais. Ouais. Le locataire, tu vois, moi aujourd'hui à Dubaï, on peut pas se permettre de dire au locataire merci de sortir les poubelles, merci de rassembler les serviettes et de les mettre à la machine, etc. Si on fait ça, c'est sûr et certain, c'est une étoile, tu vois. Ouais. Donc en fait, moins ils en font et mieux c'est pour nous. Et derrière, nous, on envoie notre service de ménage, etc. C'est vrai qu'en France, je trouve que les propriétaires ont tendance à demander aux locataires de leur faciliter un petit peu le ménage. Ouais. Donc c'est la norme ici, c'est le standard. Ouais. Là-bas, c'est pas du tout le cas. D'accord. Et tu disais que tu avais une clientèle assez internationale. Ouais. Ton équipe, comment ça se passe du coup pour les différences de langue, etc. Sachant qu'il y a des nations, des origines, on a dit, qui étaient un peu plus assistées que d'autres ou qui ont des modes de fonctionnement un peu différents. Comment tu gères ça du coup? Est-ce que tu as des personnes qui parlent, je ne sais pas si c'est des clients chinois, est-ce que tu as des personnes qui parlent chinois? Si c'est des Brésiliens, est-ce que tu as des personnes qui parlent portugais? Comment ça se passe? Alors déjà, tout le monde, je pense que quasiment tout le monde parle anglais. On n'a pas trop de problèmes de langue en réalité. Okay. Donc nos clients qu'on reçoit, généralement, ils sont déjà bien à l'aise avec l'anglais. Ouais. S'il y a des Français qui font partie de ceux qui parlent le moins bien anglais, généralement, si vraiment il y a un litige et qu'on a besoin de leur parler au téléphone, moi je vais le faire. Mais aujourd'hui, avec les outils de traduction, déjà juste sur Airbnb, c'est traduit automatiquement, donc déjà ça facilite. Et puis avec les outils de traduction et tout, ça va. Et puis en règle générale, on n'a pas trop à faire aux locataires en réalité, parce que vraiment on essaie de standardiser un maximum les process et de les améliorer sans cesse pour que... C'est toujours comme ça, moins on voit le locataire, et mieux ça veut dire que ça s'est passé. Donc sur chaque petit grain de sable qu'on peut avoir dans la machine, on essaie de se dire ok, pourquoi on a ce problème-là, et on va essayer d'effacer ce petit défaut-là pour qu'à l'avenir, ça ne se passe plus. Et du coup, on a tendance à plus trop... Enfin, bien sûr, il y a toujours des petits couacs, hein, une serrure qui a plus de piles ou une télécommande qui a plus de piles, etc. Mais bon, ça, avec le chat, on s'en sort très, très facilement. Et d'ailleurs, j'ai une équipe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre aux locataires. Et ça, tu vois, on parlait de la gestion des différences, c'est obligatoire à Dubaï. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. C'est obligatoire à Dubaï quand tu es une société de gestion locative. Enfin, d'ailleurs, même si tu es en perso, tu es obligé de donner un service de gestion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un support. Ok, ça je ne savais pas. Ouais, ça c'est... Si tu veux, à Dubaï, on a le DTCM qui est l'organisme qui régit les règles du tourisme à Dubaï, donc hôtellerie et location courte durée. Il t'impose un certain nombre de choses. Donc en l'occurrence, les serrures connectées, c'est obligatoire depuis très peu, et c'est certains modèles uniquement. Également, il t'impose d'avoir... c'est quoi les modèles, par exemple? Explique-moi tout. En fait, c'est des modèles que eux ils ont approuvés. Donc il y a plein de marques différentes, mais il faut qu'ils puissent être compatibles avec un logiciel qui s'appelle Keyless, qui est quand même assez connu, mais que... eux ont développé un partenariat avec, et donc ça leur permet de récupérer aussi de la data et de savoir en gros, c'est comme une fiche de police connectée. Donc nous, quand on enregistre le client, ils savent à quelle heure il est rentré, à quelle heure il est sorti, sans avoir à passer par nous en fait, tout simplement. Donc il faut juste que cette serrure soit adaptée à ce système qui laisse, et derrière on doit les installer donc avant chaque début de location d'un appartement. Enfin, avant chaque mise en route.
Et bah, voilà, hein, même pour te dire, même ils te disent voilà, il faut un tapis, il y a une liste de choses à mettre dans l'appartement. On est dans un pays musulman donc ils te demandent même de mettre la direction de la Mecque dans les appartements. Je sais pas si tu es allé dans les pays du Golfe, mais tous les hôtels, ils ont la direction au plafond, tu vois, ou dans un tiroir. Ouais. Et ça, c'est une obligation légale, par exemple. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme obligation un peu farfelue Bon, après, le reste, c'est vraiment des détails, tu vois. Ils te disent, ouais, il te faut un certain nombre de chaises, un certain nombre de... Ah oui. Ouais, en fonction du type d'appartement. Les lits doivent pas faire moins de 1m40 sur 2 mètres. En dessous, en dessous, ils acceptent pas. Si c'est un studio ou un one bed, une chambre. Et donc voilà, c'est des petits trucs. Et ça, c'est même quand c'est un particulier qui loue son bien ou pas? Ouais, c'est les mêmes règles. Ah ouais, donc si un particulier achète et il loue son bien, il doit suivre tous ces... Ouais, exactement. Et comment ça se passe? Ils viennent checker Alors, c'est ça le truc. C'est qu'il y a très peu de... il y a plus de 30 000 appartements sur Dubaï. Il y a très peu de contrôle. Moi, j'en ai eu. Ils ont été très... Bon, j'ai jamais eu de problème en réalité. Et quand il y a eu des petites choses qui manquaient, ils sont assez cool. Par contre, ils sont assez cool la première fois. Ils te disent juste de régler le problème. Et si c'est un petit truc, tu vois, s'il manque un élément, ils te disent, bon, bah, une fois, ils sont venus, ils ont contrôlé. Et le tapis, il était à la blanchisserie. Ouais. On lui montre la facture de la blanchisserie et il dit, ok, bon, bah, la prochaine fois, il faut qu'il soit là et c'est tout. Mais par contre, s'il repasse et qu'on ne s'est pas mis au diapason, là, par contre, les amendes, elles pleuvent. Et elles peuvent monter très très vite. Hein. Ah ouais? Ouais. Et en plus, ils ont un système, c'est... La première amende, elle va coûter un prix. Et la deuxième, combien à peu près? Je sais que bon, c'est en dirhams, mais si tu nous dis en dollars, au moins, on pourra... À peu près... Bah, regarde, je vais te dire, moi, la seule amende que j'ai prise, c'était il y a 3 ans. Et ça n'avait rien à voir avec un appartement, c'était par rapport à mon type de bureau. Tu vois? Ok. Parce que ça aussi, c'est une obligation légale, parce qu'en gestion locative... Tu dois avoir un bureau, c'est ça? Un bureau. Ouais. Et le type de bureau que j'avais ne correspondait pas à mon activité. Donc moi, je ne savais pas si je venais de monter ma boîte à l'époque. Toi, tu faisais ça dans ta chambre? Non, j'avais loué un studio, mais si tu veux, là-bas, il y a différents types de bureaux. Tu as des business centers et tu as ce qu'ils appellent des offices, des vrais offices. Et business center, c'est pas autorisé. Donc il fallait que j'ai ma propre office avec mon contrat de location avec le propriétaire directement. Et moi, en l'occurrence, j'avais donc le business center, c'était des offices divisés. Ouais. Ça, c'était pas accepté. Et donc moi, c'était pour une raison de coût que j'avais pris business center. Ouais. Donc je me suis dit, il m'a pris la tête, il m'a mis 500 dirhams d'amende, je m'en fous. Donc c'était 500 dirhams, à peu près 150 €. Donc je me dis, tant pis, je la paye son amende, c'est rien, ça me coûte moins cher de payer l'amende que de reprendre un bureau. Sauf qu'il est revenu le mois d'après, et ben l'amende, elle a doublé. Et il m'a dit, le mois prochain, elle double encore. Donc ça serait 2000. Ok. Je dis, ok, bon, là, on va trouver un bureau, ça va me coûter cher. Et donc voilà, ils sont indulgents la première fois, mais après, quand ça tombe, ça tombe. Ok. Faut pas trop jouer avec les règles là-bas. Ok, ouais. Donc, j'ai entendu dire, j'ai vu sur les précédents podcasts, que tu choisissais, du coup, du moins que tu avais une stratégie par appartement. Ouais. Donc, ça veut dire que chaque appartement que tu prends a sa stratégie, peut-être en termes de revenu management, en termes de coûts, en termes de déco, je sais pas, tu vois. Ouais. Et justement, je voulais savoir comment tu vois ça, comment tu construis ta stratégie, c'est quoi en fait? Ouais. Voilà, tu vois, par exemple, je suis en train de revoir des éléments de la stratégie à titre perso pour pouvoir l'adapter, parce que je fais de la location aussi avec mes biens, pour pouvoir l'adapter ensuite et voir si ça marche à mes clients. Bon, forcément, en fonction du type de quartier, du type d'appartement, déjà, on n'a pas la même stratégie tarifaire. Ouais, c'est ça. Il y a des appartements et des quartiers qui vont plaire à des moyens longs séjours. Donc des gens qui viennent s'installer ou qui souhaitent venir trouver du travail, sont plus dans une recherche de travail que du tourisme. Ça va être où, downtown, un peu plus? Alors, ce serait plutôt justement les quartiers secondaires, ce qui va coûter un peu moins cher, donc en zone 2 ou en zone 3.
Là, ça va être des stratégies où on sait qu'on va mettre des prix mensuels avec des réductions pour pouvoir louer un peu plus sur le long terme. Les gens vont rester 2 semaines, renouveler 2 semaines ou prendre 1 mois directement. Des fois, c'est des gens qui viennent s'installer. Donc, si tu veux, à Dubaï, tant que tu n'es pas résident, tu n'as pas le droit de faire un contrat de location longue durée. Tu es obligé de passer par la case Airbnb quand tu viens t'installer, parce que tu n'as pas encore ta carte de résident. Et ta carte de résident, tu peux la faire que quand tu es sur place. Donc, quoi qu'il arrive, quand tu viens t'installer à Dubaï, tu es obligé de passer par la case Airbnb, location courte durée, au moins 1 mois, parce que ça prend 1 mois en règle générale le process. Et si tu es en recherche de travail, donc tu travailles pas, donc tant que tu travailles pas, tu peux pas avoir de résidence. Donc il y a des gens qui restent 3 mois pendant leur recherche de travail dans un appartement Airbnb. Donc cette zone-là, elle va plutôt être à destination de ce genre de clients-là. Donc on va privilégier les longs séjours. Donc adapter le tarif pour que sur la remise mensuelle, ça soit intéressant. Sur les quartiers en haute saison où il y a plus de touristes, là à ce moment-là, on va vraiment tabasser les prix à la semaine et à la journée sans remise mensuelle pour pouvoir vraiment aller chercher du revenu un maximum. Ce qu'on ne fait pas forcément sur des quartiers secondaires parce qu'il y a moins de tourisme. Et en fonction du type d'appartement, donc si c'est luxe, pareil, après, voilà, en fonction du type d'appartement, donc si c'est un positionnement luxe, quand les commentaires commencent à être de plus en plus nombreux et de bonne qualité, donc plus on a de bonnes notes, plus je vais augmenter les prix. Donc voilà, je monitore vraiment de cette manière-là. Après, j'utilise Pricelab, donc il y a la stratégie tarifaire de base, avec des petits setups pour les locations de dernière minute, des remises de dernière minute et des augmentations de prix en fonction de la saison, en fonction de certains événements qui sont déjà bien paramétrés. Et après, voilà. En gros, c'est comme ça que... Okay. Et la plupart de tes biens, toi, ils se trouvent dans quel quartier, on va dire, un peu luxueux, un peu... En vrai, partout. Mais le gros... un bon 70% se trouve dans des zones numéro 2, on va dire. Donc moi, la zone 2, ce que j'appelle la zone 2, c'est des zones qui ne sont pas dans les gros quartiers, qui sont autour de downtown, autour de la marina, autour des gros quartiers touristiques, en fait. Et c'est en réalité là que les retours sur investissement sont les plus intéressants. Parce que GVC, tout ça? Ouais, GVC, GVT... Arjan aujourd'hui, qui est un quartier aussi qui commence qui a bien émergé d'ailleurs. J'ai des biens dans une zone qui s'appelle Alcoz, qui est en réalité une zone où il y a beaucoup d'ouvriers, mais c'est des biens qui marchent très bien. Parce que les ouvriers ont besoin de se loger. Il y a des ouvriers qui ont besoin de se loger, mais surtout en plus c'est une zone ouvrière à 10 minutes de downtown. Ok. Tu vois? Donc elle est ultra bien placée. C'est où t'as dit? Alcoz. Okay. Donc en gros, il y a 2-3 buildings qui sont intéressants dans cette zone-là et j'ai des clients qui sont des gens qui connaissent très bien Dubaï, qui sont là depuis longtemps, qui ont un peu ils ont vraiment fouiné dans tout Dubaï et ils ont trouvé 2-3 pépites comme ça. Donc, du coup c'est des retours sur investissement assez intéressants. Et ouais, moi, en réalité, pour la location courte durée, c'est pas dans les gros quartiers que oui, même moi, à titre perso, je fais de la location. C'est dans ces zones-là, parce que les appartements coûtent moins cher, donc les rendements sont plus élevés, parce que les prix à la location sont quand même assez élevés aussi. Donc voilà, au final, si tu veux, les quartiers comme Downtown, c'est très spéculatif. Les prix des appartements, ils s'envolent, ils sont décorrélés du prix de la location souvent. Et du coup, pour avoir des rentabilités intéressantes, il faudrait que les appartements soient un petit peu en dessous du prix du marché actuel. Donc, Donc aujourd'hui, si on disait que tu étais en France, est-ce que tu pourrais nous donner un step-by-step, un guide pour quelqu'un qui voudrait se lancer sur la conciergerie depuis la France, par contre? Qui veut faire de la conciergerie en France? Non. À Dubaï, mais qui veut commencer depuis la France. Ah ouais. Tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut mettre en place pour y aller.
Alors, tout ce qu'il faut mettre, franchement, déjà, hein, la première chose à faire, c'est y aller. Ah, d'accord. Ouais. Donc, tu peux pas le faire depuis ici, certains papiers. Pour de la conciergerie? Ouais. Ou même sous-loc. Ouais, alors, ok. Mais ton domaine, c'est la conciergerie. Ouais, mon domaine, c'est la conciergerie, même si je connais un peu la sous-loc, c'est encore différent la sous-loc là-bas, mais si tu veux, moi, ce que je pense, c'est que si tu peux commencer les étapes, mais parce que t'es parti en amont et donc tu sais que tu veux te lancer dans la conciergerie à Dubaï, donc tu connais un peu le marché. Mais si tu connais zéro, vas-y, regarde un peu, parle à 2-3 agents immobiliers, loue éventuellement un appartement dans une boîte, dans une conciergerie, qui est gérée par une conciergerie, vois un peu comment ils gèrent, tu vois, regarde ce qu'ils te demandent comme document, va au DTCM. Tu vois, le DTCM, donc c'est l'agence gouvernementale qui s'occupe de délivrer les permis. Demande-leur ce qu'il faut pour travailler en toute légalité en conciergerie. Et derrière, si tu as fait cette étape-là et que tu souhaites créer ta boîte, à ce moment-là, contacte une agence de création d'entreprise à Dubaï et tu peux te lancer. Même pour moi, c'est sur place. Hein. Ouais, faut être sur place. Il n'y a pas de Le Bon Coin, tu regardes. Il y a un Le Bon Coin, mais il n'y a pas de particulier. C'est que des agences qui mettent les biens en ligne là-bas. Ok. Ouais, c'est pas comme en France où on peut aller contacter un propriétaire et essayer de le convaincre de passer son bien en location courte durée. C'est soit tu as des agents avec qui tu travailles, donc qui te donnent régulièrement des biens, soit peut-être tu as un réseau d'investisseurs et à ce moment-là aussi tu peux commencer de cette manière-là. Mais sinon après, si tu n'as pas ça, il va te falloir un gros marketing pour récupérer des biens, je pense, parce que la conciergerie, là, il y a de plus en plus de conciergeries à Dubaï. Et du coup, forcément, chaque client coûte de plus en plus cher à convertir. Et donc, si tu n'as pas un bon réseau, un bon following dans ta niche, et moi, en l'occurrence, ma niche, c'est conciergerie immobilier à Dubaï. Donc ça va, j'ai quand même des gens qui, vu que je poste assez régulièrement, que ce soit des vidéos, des réels pour informer du marché de la location ou même de l'achat-revente à Dubaï, les gens investisseurs ou agents immobiliers me suivent, ce qui fait que j'ai régulièrement des clients qui me contactent pour gérer leurs biens. Maintenant, si tu veux t'installer, ouvrir ta conciergerie, vas-y, va à Dubaï et lance-toi. Ok. C'est quoi la plus grosse ou les plus grosses erreurs que tu vois justement les gens faire sur Airbnb à Dubaï, du moins en location courte durée à Dubaï? Ouais, c'est des erreurs qu'on peut voir un peu partout. Hein. Alors si c'est des gens qui passent par une agence, c'est de prendre l'agence la moins chère, juste parce qu'elle est moins chère. Ouais. Donc elle donne une commission qui est moins cher, mais en fait le service qu'ils proposent est moins cher aussi, tu vois. Et en fait ces gens-là ils vont me dire donc il me propose 12%, donc je vais aller vers lui. Mais la réalité c'est qu'il te générera pas plus d'argent parce que sa commission est moins bonne, tu vois. Donc nous par exemple on est à 17%, mais derrière je sais que ce qu'on met en place en termes de stratégie, en termes de service, etc., génère parfois bien plus que quelqu'un qui va te donner une commission moins élevée, tu vois, qui va te prendre une commission moins élevée. Donc ça, c'est si tu passes en courte durée et que tu as déjà un bien et que tu veux passer par la mauvaise agence, déjà ça c'est une erreur. Avant d'acheter ton bien, si tu es investisseur et que tu t'achètes un bien à Dubaï, c'est d'acheter ton bien sans savoir quels sont les revenus potentiels sur ton secteur et dans ton type de bien, tu vois. Donc ça, c'est une erreur très récurrente. Moi, j'ai beaucoup de propriétaires qui me contactent, qui me disent « j'ai acheté un bien, il se trouve là, nanani, j'aimerais savoir combien ça peut me rapporter ». Je trouve que c'est une question folle Ouais, faut le faire en amont, quoi. Ouais, faut le faire en amont. Normalement, tu sais déjà combien ça te rapporte si tu as acheté. Et généralement, les personnes, elles achètent peut-être en off-market. Ouais. Donc ça fait que, comme tu dis, c'est spéculatif, donc ça peut évoluer, ouais. Ouais, on leur dit, ouais, vous allez faire du 15%, et à la fin, il se trouve que ils tournent autour de 8-9, tu vois.
Donc c'est peut-être pour ça, c'est ça le problème. Mais c'est exactement. Alors ça, c'est très juste ce que tu dis, c'est que souvent les agents ils vendent du rêve. Et moi, j'ai déjà entendu ce que tu dis là. Le 15%, c'est pas impossible. Mais c'est pas partout. C'est pas partout. Et très honnêtement, c'est pas en passant par une agence non plus. C'est-à-dire, le gars qui fait 15%, c'est parce qu'il gère c'est bien lui-même. Déjà, il n'a pas la commission d'une agence. Et aussi parce qu'il sait faire de la location courte durée. Il sait faire du Airbnb, tu vois. Pour aller atteindre ce genre de revenus-là, il faut connaître les stratégies, il faut savoir faire des stratégies tarifaires, il faut savoir prendre soin des clients, tu vois, bien leur répondre au bon moment, bien set des automatismes qui font que le client n'a pas à te poser les questions pour où est le Wi-Fi, où est ceci, où est cela. En fait, c'est des petits détails, mais il y a des gens qui ne le savent absolument pas comment on le fait. Donc, en réalité, 15% c'est possible, mais vraiment si tu fais toi-même et si tu le fais bien. Et donc je te disais, il y a des agents qui font des promesses comme ça, qui disent ouais non mais tu vas faire du 15-20% sur ce bien-là. Alors qu'en réalité, en moyenne à Dubaï, on fait entre 7 et 9% de rentabilité, ce qui est très bien, parce que si on parle de rentabilité nette, donc c'est très bien. Partout t'as des quartiers effectivement qui sont moins intéressants, donc comme je te disais, downtown aujourd'hui, si tu achètes au prix du marché pour faire de la location courte durée, tu vas faire moins en termes de renta, mais parce que ton appartement est très cher. Tu vois. T'as d'autres quartiers. Après, c'est pareil. Des fois, tu as des pépites dans des quartiers que tu vas payer pas cher et tu vas facilement monter à 10-12%. Mais en moyenne, la moyenne, c'est 7 à 9% en règle générale. Ah oui, c'est 7 à 9%, c'est comme ici pratiquement. Après, moi, je connais pas trop les rentas ici. Même ici, tu peux monter à du 11%. Net 11-12, Ah ouais, c'est intéressant. C'est pour ça que je te demande ça, parce que justement, quand tu parles à des promoteurs, ou pas des promoteurs, des agents immobiliers, ils disent oui, avec ça, c'est du 12, 15... Donc c'est bien d'avoir quelqu'un justement qui est sur le terrain et qui te dit... alors, après, c'est parce qu'on passe par la conciergerie aussi. Alors honnêtement, moi j'ai des clients... En réalité, je te parle d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que si je prends mes clients qui ont acheté en 2021, en 2022, ils les font les 12-13%, tu vois. Parce que forcément, en fait, les prix de l'immobilier, ils ont fait que de monter depuis ces 4-5 dernières années. Je veux dire, moi, à titre perso, j'atteins même 17%. Mais parce que j'ai eu des biens qui sont en distress deal et que je gère moi-même. C'est quoi distress deal ? En distress deal, c'est des gens qui ont vendu en dessous du prix parce qu'ils pouvaient plus payer, en fait. En fait, tu as récupéré, c'était en off, tu as récupéré leur mensualité, etc. Enfin, leur crédit, quoi. Ouais, en fait, si tu veux, c'est des gens qui allaient être livrés. Voilà. Alors, deux cas. J'ai eu un gars qui allait être livré et du coup, il fallait qu'il paye au promoteur à la livraison. Et il n'avait pas forcément de quoi payer. Et donc, moi, je l'ai pris en dessous du prix qu'il a payé lui, parce qu'il n'arrivait pas à le vendre. Ou en tout cas, il était pressé. Et deuxième, c'est un couple russe qui vendait un studio qu'il a vendu quasiment 50 000 € en dessous du prix. Parce qu'ils étaient pressés de vendre et de partir de Dubaï, tu vois. Donc pareil, donc super deal. Et c'est là en fait tu commences à faire ta rentabilité, c'est l'achat. C'est ça. Donc on peut atteindre mais c'est des cas très rares. C'est pas la majorité qui font des rentas à 2 chiffres, c'est faux. 10% c'est faisable. En moyenne c'est 7-8% si tu passes par une agence. Et en réalité, si tu fais si tu as un bon distress deal et que tu gères toi-même, tu peux faire ça bien. Mais gérer soi-même, c'est très compliqué à distance. Et toi, ça t'a pas intéressé les distress deals que tu as pris de les revendre flip, Quand tu vois la renta, en fait, bien sûr, j'y pense parfois. Mais... Surtout maintenant, tu vois que ça prend. Et je sais pas où tu les as pris, du coup. Ouais. Donc sur Dubaï, un JVC et un à Meydan. Non, ça m'intéresse pas pour l'instant. Je suis plutôt acheteur que vendeur.
Ouais. T'es plus patrimoine que cash flow? Ouais. Okay. Franchement, après, comme je suis pas pressé, moi j'attends juste que les distress ils tombent sur moi, quoi. C'est ce qui se passe en fait. C'est que là, les 2 cas, je voulais pas acheter. Les 2 cas, enfin, j'avais le budget pour le faire. Ça m'intéressait quand une affaire allait se présenter, pourquoi pas. Mais à chaque fois, c'est des gens qui m'ont contacté pour me dire alors il y en a un, c'est un agent qui me dit si tu as un client qui est intéressé, j'ai un truc tout de suite et tout. Et moi j'ai dit mais non, c'est pas pour un client, c'est pour moi ça, à ce prix là. Et l'autre c'est un client qui voulait me donner son bien en gestion et qui finalement il me l'a vendu. Écoute, si t'as d'autres distress deals, des fois j'en poste, hein. C'est vrai? Ouais, des fois j'en poste des trucs soit qui c'est pas qui m'intéressent pas ou alors que moi j'aime bien acheter dans différents quartiers aussi. Donc j'essaie de pas de tester d'autres quartiers. Donc des fois j'ai des trucs qui étaient passés, je les postais et tout, mais là par exemple celui que j'ai acheté avant de l'acheter moi, je l'ai posté. Personne n'a voulu. Ok. Renta à 2 chiffres, les gars. Désolé pour vous. C'est ça. Et alors, par rapport à ton équipe, elle se constitue de qui, de quoi exactement, comment, et tu gères combien de personnes à la fin? Alors, on est 1, 2, 3... Pour 130 appartements. On est 5, donc il y a un technicien. J'ai un agent polyvalent qui est sur le terrain. Okay. Donc, technicien et agent, les 2 sont sur le terrain. Ils font plus ou moins la même chose. Mon technicien fait que de la technique. Il va aller repeindre des appartements, changer une ampoule et des bêtises comme ça. Mon agent polyvalent, lui, ça va plutôt être... des fois, quand il y a besoin de faire un check-in en présentiel, parce que j'ai 2-3 buildings où c'est exigé, donc on va le faire en présentiel. Tu sais, quand on a un petit problème d'internet, c'est lui aussi qui va aller directement. Les petites urgences qui ont besoin d'une intervention rapide, c'est lui qui s'en occupe. Et le technicien, lui, c'est plutôt, il passe après les check-out quand la société de ménage nous fait un retour. Nous, on a une liste d'appartements sur lesquels on a des trucs avec des priorités fortes ou moins fortes, et à ce moment-là, lui s'occupe de ça. J'ai donc ces 2 personnes-là. J'ai un assistant virtuel qui s'occupe du chat. D'ailleurs, j'ai 2 assistants virtuels qui s'occupent du chat, donc ils se relayent. Ils sont où, aux Philippines? Aux Philippines, ouais. Ils sont aux Philippines. Et j'ai une admin, donc elle qui s'occupe de toute ma partie administrative, qui s'occupe de toutes les demandes de permis, enregistrement des clients, facturation, etc. Ok. Et la société de ménage, donc tu t'externalises du coup? Pour l'instant, c'est externalisé. Mais là, l'objectif, il est de récupérer tous les ménages que je fais. Donc d'ouvrir un service ménage au sein de l'agence directement. Alors, au départ, c'était uniquement parce que je commençais à avoir un problème de qualité. Le problème de qualité, il n'existe plus trop aujourd'hui parce que j'ai vraiment eu beaucoup de conversations avec ma société de ménage et du coup, on est devenu une priorité pour eux parce qu'on est un très gros client aujourd'hui chez eux. Il y a plus de 135 appartements, donc perdre 135 appartements, c'est quasiment, pour eux, c'est quasiment $200 000 de chiffre d'affaires par an, même un peu plus. Et donc aujourd'hui, l'intérêt, il est plus trop sur le contrôle de la qualité, mais plus sur aussi l'aspect financier, parce que c'est du chiffre d'affaires qui est sur la table. Donc on va aller développer ça là courant 2000. Tu veux pas les racheter directement, racheter la société? C'est une bonne strat, mais enfin ça serait intéressant, mais en réalité, moi je veux m'occuper que de mes ménages pour l'instant, et pas de ceux des autres agences. Et donc, ça me coûtera beaucoup moins cher d'engager et d'investir dans du matériel de ménage et d'engager du personnel de ménage que de racheter une société de ménage qui tourne déjà, en fait.
Ok, tu prévois combien de personnes à peu près pour s'occuper des 135? On va y aller progressivement pour vraiment faire ça bien. Donc je vais commencer dans un quartier uniquement au départ. Donc je pense que on sera... je vais même te dire, c'est même pas un quartier, on va commencer dans un building où on a beaucoup d'appartements. Donc on va commencer avec 3 à 4 personnes avec driver inclus, donc chauffeur inclus. Parce que les équipes de ménage, c'est un peu partout dans Dubaï les appartements, donc on est obligé d'avoir le driver pour mettre le matériel, les déposer le matin, entre les buildings, etc. etc. Très honnêtement, en plus, les salaires là-bas sont pas élevés, donc on peut se permettre d'engager. Par exemple, c'est combien je sais pas si vous fonctionnez à la prestation ou au taux horaire là-bas. Si on les engage, oui, si vous les engagez. C'est au salaire, c'est seront salariés. Ok, d'accord. Ouais, ils seront salariés. Et c'est combien à peu près Là-bas, le salaire du personnel de ménage. Alors, moi, je vais te dire 2 choses. Je vais te dire combien en réalité les sociétés de ménage payent en règle générale. Maintenant, moi, c'est pas ce que je vais payer. Okay. En règle générale, je sais que moi, la société de ménage que j'engage paye entre 2500 et 2900 dirhams leur personnel, ce qui est très bas. En euros, dollars, ce sera quoi? On est autour de 700 à 850 euros par mois. Tu vois, pour moi, c'est pas envisageable. C'est pour ça aussi que j'ai attendu. Et nous, on sera facile. Moi, tous les gens qui travaillent avec moi, donc on n'est pas beaucoup. J'ai un système très rodé. J'ai que des top players, des gens qui sont totalement autonomes, mais par contre sont bien payés. Beaucoup plus que ce qu'ils pourraient gagner dans une autre boîte pour le même poste. Comment tu fais pour vivre à Dubaï avec 800 euros? Moi, perso, je sais pas. Je sais pas comment ils font pour vivre. Eux, ils ont forcément pas la même vie que les gens qui gagnent plus d'argent. Donc, ils ont des logements à plusieurs. Ils ont parfois des logements qui sont payés aussi. Donc, on ne sait pas encore. Nous, on verra si le package, je ne l'ai pas encore défini parce que je le définirai avec une agence qui s'occupera du recrutement et des contrats. C'est ça surtout, parce que je prends une agence pour faire tous les contrats et faire les packages de salaire parce que je ne connais pas grand-chose au droit du travail là-bas et donc il ne faut pas faire de bêtises non plus. Dès que j'engage, une agence, rédaction du contrat, rédaction du package de salaire, parce que derrière il faut en fait, si tu fais une petite erreur, l'employé peut se retourner contre toi, ça peut te coûter très cher. Et puis il faut respecter ses droits aussi, tout simplement. Donc pour éviter les erreurs, je préfère prendre quelqu'un. Donc nous, on sera à peu près à 20 à 30% au-dessus, mais par contre, c'est pour ça que je vais commencer doucement, c'est que je veux prendre que des gens qui travaillent bien. Voilà, et là-bas, il y a de tout. Donc je prends mon temps, je prends que des gens qui travaillent bien. Et pour l'instant, tu vois, ça fait 4 ans, mais j'ai jamais changé mon équipe. Il n'y a pas une personne qui est partie. J'ai fait que d'engager, ils restent. Ils sont totalement autonomes. Ça fait un moment que je travaille avec eux et on a tous beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Ils sont tous très contents. Même mon équipe qui est aux Philippines, d'ailleurs que je vais faire venir à Dubaï quand j'y retourne, donc au mois d'octobre, pour pouvoir un peu... Team building. Petite cohésion d'équipe, les rencontrer, etc. Et puis ça leur montre qu'ils font partie de l'équipe aussi, tu vois. Et bizarrement, tu vois, moi, mes top employés, c'est des gens que j'ai jamais rencontrés. C'est mon équipe aux Philippines, mais c'est des stars, c'est incroyable. Ils sont tellement dévoués, ils travaillent tellement bien. Ils sont proactifs, c'est fou en fait. Alors que je les ai jamais vus. J'ai pensé à prendre une équipe des virtual assistants aux Philippines, mais le truc c'est qu'ils parlent pas français. Et ça, tu penses que c'est un problème avec Airbnb? C'est un problème parce que j'ai des gars en Guadeloupe, tu vois. Et si des fois ils appellent. Au téléphone. Moi, alors le truc que je fais, c'est que déjà j'essaie de plus prendre aucun appel au téléphone. Ok. Ouais. Donc j'ai mis un message aussi, c'est que après il y en a qui appellent forcément, mais j'ai pas tant d'appels que ça. C'est-à-dire que je dis vraiment au locataire que toute la conversation. En plus maintenant les règles de Airbnb ont changé. Faut que tout soit tracé. Ouais. Et donc c'est encore
mieux, donc je l'ai rajouté. En gros, pour respecter les règles, les conditions d'utilisation Airbnb, l'ensemble de la conversation ne sera que sur la plateforme. Merci de respecter cela et tout. En cas d'extrême urgence, il y a quelqu'un 24 heures sur 24 sur le chat et pas forcément sur le WhatsApp. Okay. Donc, ils privilégient ça. Et tu vois, j'ai des clients français aussi. Honnêtement, j'ai pas de problème. Ils écrivent en français, c'est traduit en anglais sur la plateforme. Et les numéros, c'est quoi? C'est des numéros des Philippines? Le WhatsApp, c'est un WhatsApp de Dubaï, ouais. Après, à un moment donné, j'avais pensé à prendre un on-off, tu sais, avec un numéro. Tu peux prendre une SIM virtuelle et ouais, c'est ça. Tu choisis le pays que tu veux, en fait. Ok. Donc, bon, honnêtement, ça n'a pas été nécessaire. Et tu vois, avec plus de 130 appartements aujourd'hui et une seule personne par shift. Donc, c'est-à-dire que j'ai un seul assistant virtuel qui s'occupe de tout le support. Et il n'est pas débordé du tout, tu vois. Et ça lui permet d'être même proactif et j'ai même pu lui rajouter d'autres tâches parce que c'est tellement bien rodé, c'est tellement bien expliqué, les messages automatiques sont tellement bien expliqués. Il y a aussi quand même des réceptions dans chaque building, ce qui me facilite, mine de rien, même si des fois les agents de sécu des réceptions peuvent me donner plus de travail que de me faciliter. Ouais. Parce que des fois, ils ne veulent pas laisser passer les clients parce qu'on a enregistré un seul client et que les clients se sont ramenés à 2, donc il faut les réenregistrer, ils ne veulent pas les laisser passer. Mais en règle générale, ce n'est pas trop un problème. Moi, je pense que ça vaut le coup pour toi de faire le test. Mais justement, j'allais te demander, et à partir de combien d'appartements, pour toi qui en as 130, tu penses que c'est nécessaire ou c'est avantageux d'avoir une assistante virtuelle? Alors, je vais te dire ce que moi j'ai fait. Moi, j'ai commencé à partir du 50, entre 50 et 60, j'ai commencé à prendre quelqu'un. Et avant ça, tu faisais tout seul? Je faisais tout seul. Ouais. Mais je pense que c'est une erreur. Parce que... Tu aurais gagné du temps, peut-être. Ouais, j'ai gagné énormément de temps. En plus, j'étais pas aussi rodé que maintenant en termes de process. Mais du coup, ça m'a sorti la tête de l'eau. Et quand j'ai engagé l'assistant virtuel, je lui ai dit, écoute, la première chose qu'on a mis en place, c'est un fichier de problèmes récurrents. Et donc, ça m'a permis de mettre en place ce fichier pour pouvoir améliorer mes process. Et donc, dès que j'avais un problème qui était récurrent, donc je listais par appartement, je vois que dans cet appartement, le premier, j'ai eu un problème, le 5, j'ai eu un problème, le 7, j'ai eu un problème. Et c'était toujours le même. Et quand c'est toujours le même, bah, je le fixe, je le répare. Et des fois, ça va être un truc tout bête, c'est on ne trouve pas l'entrée. Ok, on va faire une vidéo pour qu'il puisse trouver l'entrée de cet appartement-là. Et on va lui envoyer. Hop, problème réglé. Dans l'autre, c'est je sais pas comment allumer le gaz, tu vois, parce qu'il y a des petits systèmes de sécurité là-bas. Ok, vidéo pour ce building, tout le building. Hop. Et du coup, petit à petit, je m'enlève des épines du pied et j'ai de moins en moins de retours, de moins en moins de services après-vente, entre guillemets. Et du coup, ça fait qu'une seule personne me suffit. Donc après, il y a une personne la nuit, mais elle fait même pas toute la nuit en plus. Parce que j'ai remarqué qu'à partir d'une certaine heure, il n'y avait plus de demandes. Ouais, 4 heures, 3 heures. Ouais, il n'y a vraiment plus. Et les demandes qu'il y a, en règle générale, elles peuvent attendre. Après, j'ai toujours une astreinte et il y a la sécurité dans le building qui, eux, ont aussi notre numéro en cas d'urgence. Donc, en vrai, ça ne pose pas de problème. Mais du coup, ouais. Je pense, si je devais refaire tout, aujourd'hui, à partir entre le 20e et le 30e appartement, je prends quelqu'un direct. Ok. Ouais. Et je refais le même process. Parce que ça m'a pris trop de temps jusqu'au 50e. Et c'est du temps que je n'ai pas accordé au développement de la société, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai explosé. En réalité, j'ai explosé. Tu vois, tu me dis, je suis passé de 70 à 135. Mais c'est à peu près à cette période-là où j'ai commencé à engager tout mon personnel. Parce qu'en dessous de 50, j'avais 0 employé. À partir du 50e à peu près, j'ai commencé à engager un admin, un assistant virtuel. Et à partir du 100e, j'ai engagé un technicien. Avant, c'est avec une boîte externe. J'ai engagé un technicien et un autre admin. Donc, mon premier admin est devenu agent polyvalent. Et j'ai engagé une admin qui, elle, c'est vraiment son métier, elle fait que ça. Ok, ouais, c'est cool. Ils sont tous en remote. Donc ça veut dire que tu faisais le support toi-même 24/24?
Ouais, 24-24. Hein. Mais comme il y avait moins d'appartements, le soir, ça allait. J'étais pas trop dérangé en réalité. Franchement, si j'étais dérangé 1 à 2 fois dans la semaine, le soir, c'était le max. Et comme Dubaï, c'est très petit, hein. En 30 minutes max, vraiment, l'appartement le plus loin, il est à 30 minutes max de chez moi. Parce que moi, je suis quand même plutôt au centre. Donc en réalité, ça n'a pas été pénible en fait, tu vois. Mais ça a été nécessaire. Par contre, il faut pas engager un assistant Quelqu'un dès le début, ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en Ouais. plus. Il faut que tu saches c'est quoi les problèmes que tu vas avoir. Voilà, il y en a qui ont un appartement qui veulent déjà tout mettre en place, Ouais. des process, etc. Alors que le but du jeu, c'est de connaître ton business de A à Z, tes Ouais. prix, tout. C'est clair. C'est pénible, hein, c'est sûr. Il y en a même qui vont lâcher, ou dire ah non, j'ai pas envie de m'occuper de ça et tout et tout. Mais fais-le. Plus tard, tu t'en occuperas pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais Même le ménage, faut essayer de le faire. Ouais, au moins un. Ouais, Tu vois, au moins un parce que tu vas comprendre que ça prend du temps, tu vas comprendre que c'est pas si simple que ça. Moi personnellement, je fais extrêmement attention au ménage et du coup bah je sais, j'ai fait un cahier des charges à la société de ménage parce que je sais et que j'ai fait, ça m'est arrivé de faire des ménages. bah oui. Donc des conneries alors. Et ouais, et donc des conneries, des Ouais, trucs que c'est j'ai ça, oubliés bah oui. moi, des trucs que je me dis non, c'est mort. Donc là, on fait un cahier des charges, il nous faut ça, il nous faut ça, il nous faut ça, il nous faut ça. Et en plus, quand c'est toi qui fais le ménage, bah c'est naturel. T'as envie de finir vite, c'est une Ouais, tâche ouais. pénible. T'as pas envie de te dire ok, je repasse là. Donc fais-le, vois à quel point c'est pénible. Ça te permet, tu vois, ce que je te disais avant, ils sont mal payés, moi je vais pas les payer ce prix-là. Ouais. Honnêtement, ça te permettra de te dire aussi qu'ils méritent plus que le salaire que ce que le marché peut leur demander parfois. En tout cas, là-bas, personnellement, je trouve que c'est n'importe quoi ce que le marché leur donne, quoi. Et en réalité, mieux payer les gens, ça te permet d'avoir les meilleurs. Et Ouais. avoir les meilleurs, en réalité, ça te permet d'être le meilleur dans ta boîte. Moi, je sais que j'ai une tranquillité d'esprit parce que j'ai été exigeant sur mon recrutement et que j'ai été juste dans ma façon de rémunérer les gens avec qui je travaille. Tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est bien de se faire soi-même, que ce soit le ménage, que ce soit le support, que ce soit toute la partie admin, les demandes de permis. Je sais pas, je crois qu'en France aussi, on a des permis à faire, ou des enregistrements à la mairie pour chaque Airbnb, non? Ouais. Donc il faut les faire soi-même, faut savoir comment ça se passe. Même de temps en temps, tu vois, nous, à Dubaï, ça évolue beaucoup. Donc aujourd'hui, la demande de permis, moi, à l'époque où je la faisais, c'est plus le même process qu'aujourd'hui. Et un jour où mon admin était en vacances et que mon agent polyvalent, lui, sait tout faire, les demandes de permis et tout, Ouais. était trop occupé pour s'en occuper. Et il me dit, il m'envoie un message, il me dit, ouais, en fait, il m'envoie du travail, il me dit, il y a 3 permis à faire, j'ai pas le temps, est-ce que tu peux t'en occuper? Je sais les faire, Ouais. tu vois. Je sais les faire, et j'ai pas un propriétaire qui attend parce que j'ai un agent, un admin qui est pas là et qui peut pas faire les permis, tu vois. Donc faut savoir tout faire, faut pas être déconnecté de son business. En fait, quand moi je me vends comme étant un expert, c'est parce que je maîtrise tout de A à Z dans mon domaine, dans le domaine Airbnb en l'occurrence et à Dubaï en l'occurrence. Donc je peux dire sans problème et on peut discuter de ça et de tout le côté légal, tout le côté stratégie, tout le côté pricing, etc. sans aucun souci parce que j'ai mis les mains à la pâte, quoi. Ok. Et en termes de pourcentage de gestion, tu prends combien au propriétaire? 17%. Ok. Et puis donc on a aussi une offre, on a 2 autres offres. Pour les multipropriétaires, à partir de 3 propriétaires, on prend 13%. Ok. Ça c'est vraiment une offre qu'on fait, qui est exceptionnelle sur le marché de Dubaï. Il y en a très peu, il y en a pas qui font ça. Donc plus t'es riche, plus tu gagnes du coup avec nous. Et on a une offre à 15% quand c'est nous qui avons fait l'ameublement de l'appartement. Donc quand ils sont passés par notre service d'ameublement, ils ont remis aussi. Ok, et ils ont les contrats, ils ont une durée minimum ou alors non, j'ai pas de durée minimum, je suis très flexible. C'est juste un préavis de 3 mois ou le dernier check-out. Donc tu veux arrêter ton contrat à tout moment, tu peux.
Parce que en réalité, j'ai pas trop d'engagement financier dans ça. C'est-à-dire que j'engage pas de frais pour chaque signature. Et quand tu fais la déco, t'engages des frais, non? Alors oui, mais ils ont payé la déco. Ah ok, d'accord. Donc toi, tu donnes juste l'idée, etc. Ouais, voilà. Okay. Nous, on vient, on leur donne des packages. Ouais. Où en tout cas, ils définissent un type d'ameublement avec la designeuse. Et ils payent leur package. Des fois, on fait des ameublements, mais les gens, ils passent pas... ils vont vivre dans leur appartement aussi. Ouais. Ils font pas de location, ou alors ils font de la location longue durée, ça arrive aussi. On n'a pas que des clients courte durée sur l'ameublement. Ok. C'est cool. Et donc, dans le package, il y a le ménage inclus, parce que je sais qu'ici, parfois, il y a... Exactement. Justement, j'ai un propriétaire qui me disait que lui, il se faisait facturer, donc, je crois que c'était combien ? 23%. Donc, la gestion, et 23% pour le ménage. Waouh. Ouais, exactement. Il reste rien. C'est sans ça. Compter, sans compter les plateformes. Ouais, non, lui, il avait mis son bien en conciergerie. Okay. Il me dit, ouais, ben là, je vais arrêter la conciergerie. Donc là, c'est là où je suis arrivé. J'ai repris pas la conciergerie, mais le contrat de sous-loc. Il dit, ouais, parce que le concierge, il me prend 23% sur le ménage et 23% sur la gestion, sur la gestion du bien. Ah ouais, non, c'est... J'ai rien voulu dire, mais j'ai dit, ah oui. Donc, dans ces 23%, ils comptent les 15% que Airbnb prend déjà ? Je pense, ouais. Ouais, je pense que c'est... parce que ça fait beaucoup. Hein. Mais donc, c'est normal alors, parce que si 23% t'enlèves les 15% d'Airbnb en réalité à la conciergerie, elle est obligée de se rémunérer ailleurs, parce qu'il ne reste plus grand-chose. Ouais, c'est ça. Mais 23% de ménage, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et je crois qu'il refacture le ménage. 50 € ou un truc... c'est une histoire, il essaie de gagner partout. J'ai dit, bon, écoute, si ça marche pour lui, tant mieux. Et puis, non. Visiblement, ça ne marche pas longtemps. Voilà, c'est ce que j'ai rien dit. J'ai dit, bon, c'est bon pour moi. Donc, et le truc, c'est que le bien, vu que c'était à une conciergerie, le bien, il est clé en main. Il est nickel et tout. Ouais. Il est boîte à clé et tout. Moi, j'ai juste à prendre la clé et ouvrir la porte. Tu vois, le savoir est une arme. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, lui, il sait pas gérer seul son appart. Toi, tu sais le faire. Derrière, c'est toi qui... Non, c'est clair que c'est différent, mais bon. Après, peut-être qu'il gagne autre part, ou je sais pas comment. Après, je me demande si ça, c'est pas justement les erreurs des personnes qui viennent de commencer et qui veulent coinfrer un maximum, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai que quand tu fais de la conciergerie, au début, tu gagnes pas d'argent. C'est ça. Parce qu'un appartement, c'est pas rentable, entre guillemets. Quand tu vas prendre, on prend l'exemple de 15% sur 1000 ou 1500 €, sur 1500 à 2000 € sur les plus petits appartements, en réalité, c'est pas avec ça que tu vis, tu vois. C'est parce que tu as plusieurs appartements que tu commences à faire du chiffre. C'est une économie d'échelle en réalité. Ouais. Donc c'est vrai que le gars qui se lance dans la conciergerie et qui attend la première année, les revenus de sa conciergerie la première année, s'il n'a pas d'économie, mais il fait banqueroute, il ne peut pas vivre avec ça. Surtout à Dubaï. À Dubaï, alors j'en parle même pas. J'en connais tellement qui se sont lancés, qui ont fait des conciergeries à Dubaï. Mais même qui m'ont envoyé des messages, ils me disent mais je m'en sors pas, comment tu fais, j'ai 5 biens. Les 5 biens, c'est rien en fait. Mais à mon avis, ils doivent vouloir vivre la grande vie et en même temps gérer le... Franchement, hein, pour moi, en dessous de 50 biens... C'est compliqué. Ouais, tu fais pas d'argent. Parce que tu as le bureau obligatoire. Tu dois pas payer la licence aussi ? Tu dois payer ta licence au début. Ouais. Tu as les visas. Ouais. Moi, je paye les visas les assurances des employés. Ouais. Le salaire, ça c'est normal. En plus, moi, je les paye un peu mieux que le marché. Donc, en réalité, si tu veux t'en sortir à Dubaï, faire ta conciergerie, ça te coûte beaucoup plus cher qu'une conciergerie en France, hein, je pense. Tu vois. Ouais. Parce que, après... il y a les impôts et tout qui font que c'est déséquilibré. C'est la France qui gagne. Ouais. C'est vrai que Dubaï, on n'a pas ça. Moi, je paye 9% d'impôts sur les bénéfices. Ouais. Et c'est tout, quoi. Ok, justement, en termes de CA, par année, tu tournes à combien ? Ça évolue beaucoup. Donc, je vais te donner un... Le dernier. Alors, je parle de mes revenus, pas les revenus générés pour les propriétaires. Ok, ouais. Le tien.
Ah, tu sais quoi, en tête, j'ai le chiffre, j'ai les revenus des propriétaires. Donc, tu vois, on va faire un calcul rapide, mais l'année 2025, on est à... Ouais, mais là, on est en 2024, milieu. pardon. 2024, L'année 2024, on est à 7 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Ok, qui est De revenus générés, pardon, pas de chiffre d'affaires. en euros, dollars. On va prendre je vais la te le faire calculette. rapidement parce que je suis pas bon à ça. Hop. Donc tu divises par 4, c'est ça? Tu divises par 4, exact. Tu es à 1 750 000 euros de revenus générés pour les propriétaires Là, ça englobe tout. en 2024. Ok. Et on a déjà dépassé ce chiffre d'affaires en juin 2025. Ok. Donc là, on est parti pour faire peut-être le double. Ok. Et donc là, c'est revenu généré. Et toi, ton profit sur les 1,5? Ouais, sur les 1,5, tu comptes entre 13 et 15%. Entre 13 et 17%. Donc, parce que faudrait que je fasse une moyenne, mais en gros, mon chiffre d'affaires à moi, il varie entre, on va dire, autour des 15% de ce 15%. chiffre Et d'affaires. après, ton profit même? Après le profit, on est sur des... 8%? Non, un peu plus quand même. En fait, j'ai pas spécialement envie de le dire. Ah, ok. Mais non, parce que ouais. Ok. Voilà. Joker. En fait, je vais te dire, moi, j'ai pas de tabou à parler d'argent. Je suis à Dubaï et tout. Et si j'étais que à Dubaï, je m'en tape. Mais tu parles d'argent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tu deviens une cible. Et même si, croyez-moi, il y a d'autres cibles bien plus intéressantes que moi, mais tu vois, Ok, non, je comprends, il n'y a pas de souci. Déjà, tu sais à peu près. Quoi. Ouais, tu sais à peu près. Bon, on n'a pas d'impôts, comme je t'ai dit, et du coup, on fait des... Ok. Et du coup, est-ce que tu as déjà refusé un contrat et pourquoi? Ouais, j'ai déjà refusé des contrats et j'ai même déjà arrêté des contrats au bout de quelques semaines, quelques jours. Pourquoi refuser? Déjà parce qu'on sait que sur ce type de business-là, si tu n'as pas un bon feeling, une bonne entente avec le propriétaire, il va perdre son temps, tu vas perdre ton temps. Moi, je cherche pas à m'empoisonner et je cherche pas à ce que le propriétaire il soit empoisonné par son propre investissement parce qu'il y en a qui sont pas faits pour la location courte durée. Tu vois, ils ont l'impression que leur calendrier va être rempli 3 mois à l'avance systématiquement, etc. Alors que des fois, tu vois, même hier, j'ai un client qui m'envoie, il me dit, il a 3 appartements. Bon, là, c'est un peu particulier. On est sur une période... c'est la saison basse, c'est ça? Saison basse. Et en plus, on a eu des conflits au Moyen-Orient qui font que... Là, je suis impacté par les locations à cause du conflit. Il y a des gens qui ont peur de venir, alors qu'il n'y a pas de danger à Dubaï en soi. Mais il m'envoie un message, il me dit « Ah, j'ai tel appart qui est vide, tel appart qui est vide, tel appart qui est vide. » Le temps que je vois son message, il y avait déjà 2 des appartements qui étaient remplis, tu vois. Donc moi, quand j'ai regardé, après, je suis parti voir quand est-ce que les réservations étaient prises. J'ai dit, ah oui, entre son message et le moment où j'ai regardé, il y a eu des réservations. Mais tu vois, c'est ça la location courte durée. Des fois, ton calendrier il est rempli 1 mois à l'avance. Et des fois, il n'est pas rempli, il se remplit 1 heure après, quoi. Non, c'est clair. Donc il y en a qui ne sont pas à l'aise avec ça, et il y en a qui comptent trop sur ça. Donc ça, généralement, quand je vois qu'un client, il compte trop sur ça, ou c'est vraiment son revenu principal, et je lui dis, écoute, on peut faire un test si tu veux. Ouais. Mais généralement, je refuse pas directement. Je lui dis juste où est-ce qu'on va aller, comment ça va se passer, qu'il ne faut pas penser qu'il y a une garantie de revenu, même si dans 99% des cas, ça se passe bien, il n'y a pas de garantie de revenu. Donc si tu as un crédit à rembourser et que tu veux de la sécurité, de la sérénité, de la tranquillité d'esprit, va sur du long terme. Tu vois, va sur du long terme. Et d'autres fois, tout simplement parce que une fois, moi, après, c'est pas arrivé souvent ça, mais la fois où j'ai arrêté un contrat à quelqu'un, c'est juste parce que le propriétaire il manquait un peu de respect à moi ou à un de mes agents, tu vois. Ouais. Et donc, tu sais, on travaille,
On n'a pas, c'est pas une bagarre le travail, et le business c'est pas une bagarre. On peut discuter. Moi je travaille dans la bonne ambiance. Et j'ai plus d'une centaine de propriétaires avec qui je travaille. Quand ils viennent à Dubaï, on se voit. Quand je suis à Paris, on se voit. On va manger ensemble. Il y en a qui sont devenus des amis. Si son appartement il performe, tant mieux. S'il performe pas, moi-même il y a des clients à qui j'ai conseillé de passer sur de la longue durée. Parce que je voyais que c'était trop faible comme revenu. Et ça, des fois, c'est justifié parce que son appart n'est pas bien décoré, qu'il ne veut pas réinvestir, etc. Et des fois, c'est parce que les prix des loyers à l'année, en l'occurrence à la Marina, une année, ça avait explosé à cause de l'arrivée des Russes et que les prix des loyers avaient explosé. Donc à ce moment-là, j'ai conseillé au propriétaire, je lui ai dit ouais, franchement, passe en long terme, mais ça reste un client à moi parce qu'il a d'autres apparts dans d'autres quartiers. Il a racheté, il est venu avec moi, il me fait toujours confiance. Donc peut-être j'ai perdu un appart ici, mais j'ai gardé sa confiance. Il sait que je suis pas là à vouloir garder ses appartements pour générer du profit moi en perso, que son intérêt aussi m'importe, tu vois. Et quand tu travailles, tu instaures ce climat de confiance là, et t'as pas envie de travailler avec des gens qui te font pas confiance. Ouais. Ou qui te manque de respect. Ou qui micromanage aussi. Ouais, voilà. Ça, je t'ai parlé d'un client tout à l'heure qui faisait les check-out. Ouais. Lui, t'as pas envie de travailler avec lui, tu vois. Il arrive à vraiment une équipe de ménage. La première fois que c'est arrivé, l'équipe de ménage, ils me disent mais le client, il est encore à l'intérieur, le locataire. Et toi, t'es là, tu t'envoies un message au locataire, le check-out, c'est maintenant, vous devez partir, s'il vous plaît. T'envoies une photo, il dit mais je suis à l'aéroport, qu'est-ce que tu me racontes? Et après dans le commentaire, dans le commentaire, il te dit on m'a harcelé parce que je suis pas parti alors que j'étais parti. Ouais. Et du coup, tu penses que Dubaï est saturé en termes de conciergerie au niveau de la concurrence, ou il y a encore de vraies opportunités? Non, je pense qu'il y a toujours des opportunités, que c'est beaucoup plus difficile qu'avant par contre pour se lancer. Aujourd'hui, celui qui se lance, c'est que vraiment il a un gros réseau ou un gros budget pour aller récupérer des clients. Il faut du marketing, quoi. Aujourd'hui, c'est pas tu viens et tu fais des vidéos sur internet et tu récupères des contrats, c'est pas comme ça. Avant, peut-être un peu plus. Ou à part si déjà t'es suivi par une niche d'investisseurs, etc. Oui, à ce moment-là, oui. Mais si c'est pas le cas, c'est vrai que là, il y a beaucoup d'agences. C'est compliqué. Ouais. Ok. Et vu que c'est hyper concurrentiel, toi, tu fais comment pour te démarquer? Est-ce que tu attaques une niche spéciale? Est-ce que... Alors moi, vraiment, je pense que ce qui me démarque le plus, c'est que dans les agences de conciergerie, des agences de gestion d'appartements à Dubaï, je pense que je suis un des seuls à faire du personal branding. Ok. Ouais, je connais pas d'autres CEO d'agences dans les francophones. Dans les francophones, ok. D'autres agences anglaises le font, la commencent et tout. Mais dans les francophones, il n'y en a pas qui le font. Moi, 90% de mes clients, c'est des francophones. Maintenant, on s'ouvre un peu plus à d'autres clientèles étrangères, enfin d'autres propriétaires étrangers. Mais c'est vrai qu'on a commencé les contenus en français, donc j'ai beaucoup plus de clients français. Et je travaille avec des agences francophones, des agences immobilières francophones. Donc j'ai beaucoup de clients français. Donc je pense que c'est ça qui m'a démarqué, parce que j'ai montré mon expertise sur les réseaux, sur YouTube. J'ai vraiment montré absolument tout. On a tourné beaucoup de podcasts avec d'autres acteurs de l'immobilier à Dubaï, et du coup ça a aidé les propriétaires à me faire confiance. Ils savent que je sais de quoi je parle. Et puis derrière, honnêtement, je crois que le bouche à oreille aussi, on le néglige, mais j'ai énormément de propriétaires qui me ramènent des clients. Et en réalité, ça se passe bien avec eux, donc ils te ramènent d'autres clients. Et je pense même que c'est même plus puissant que n'importe quel marketing que je fais, parce que j'ai tendance à l'oublier, mais j'ai beaucoup de clients qui me ramènent, beaucoup de propriétaires qui me ramènent d'autres propriétaires. Et alors, je sais que sur Airbnb, à partir d'une autre... d'ailleurs, c'est une vidéo que j'avais faite sur... je crois que tu es passé dans son podcast. Ouais. En dessous de 4,8 à peu près, je sais que tu es impacté. Ouais. Impacté par les réservations, impacté par les réservations, même ton listing, tout en fait. Ouais. Et donc, comme un pays comme Dubaï, qui est ultra concurrentiel,
comment tu fais justement pour gérer ce type de problème? Est-ce que tu as plusieurs annonces, tu vois, avec des noms différents? Ouais, voilà, exactement. Plusieurs comptes Airbnb, bien que c'est ce qu'on préconise. Ouais. Donc, comment tu fais par rapport à ça? Alors, j'ai qu'un compte Airbnb. Ok. Et en fait, je pense que c'est l'ego qui m'a fait que je pensais que j'allais maintenir avec 135 appartements une note générale au-dessus de 4,78, tu vois, pour avoir le statut super 4,8 pardon. Ouais, c'est 4,8. Ouais, c'est ça. Pour avoir le statut super haute. Parce que je l'ai maintenu jusqu'à à peu près mon 100e appartement. Ouais. Et à un moment donné, j'ai fait l'erreur de prendre des appartements qui avaient une moins bonne qualité. Ça a été mon erreur parce que du coup, j'ai baissé ma note. Et comme je te disais, les clients sont très exigeants. Et du coup, effectivement, la note générale a baissé, mais j'ai pas été impacté. Ok. Quand je regarde aujourd'hui le chiffre d'affaires par appartement, il augmente. Il a augmenté. Donc en réalité, je me rends compte que je ne suis pas pénalisé. Alors les appartements qui ont une plus mauvaise note, ils sont pénalisés. Tu les as rendus? Je suis en train de les enlever au fur et à mesure là. Ok. Je suis en train de les enlever au fur et à mesure, donc j'améliore ce qu'il y a à améliorer quand c'est possible. Il y a un appart qu'on a totalement arrêté parce que c'était une catastrophe. On a refait les listings plusieurs fois. C'est que je crois que j'ai vu. J'ai regardé un petit peu les commentaires normal. Ouais. Et j'ai vu qu'il y a un appartement, je me suis dit, il y a un problème sur celui-là. Ouais, il y a un appart, il y avait un vrai problème. Le propriétaire est d'accord, il est en plein travaux actuellement. Après, écoute, avant on arrivait à refaire les listings facilement. Tu sais, ça arrive des fois, tu sais pas pourquoi, il y a un tocard qui va te mettre une sale note. Ouais. Parce que moi, je vais même te dire, anecdote de fou. Hein. Un mec me met une sale note et je reçois un appel d'un ami à moi. Et il me dit, je suis en face d'un pote à moi, il loue ton appartement. Je dis, ah ouais, et tout, il s'appelle comment, tout ça? Il me dit, il s'appelle X et tout. Il me dit, je lui ai dit que je te connaissais, qu'il louait un appartement. Et il m'a dit, qu'il louait avec toi aussi. Je dis, ah ouais, ok, je regarde. Et je vois qu'il m'a mis une mauvaise note. C'était un Français? C'était un Français. Et je lui dis, dis-lui, pourquoi il m'a mis une mauvaise note et tout. Il me dit, parce que il est venu, il était fatigué, il arrivait tard, il n'arrivait pas à te contacter. Je fais, mais il avait toutes les informations, il m'a mis une mauvaise note. Et je fais, en plus, je regarde la conversation Airbnb, je fais, il a pas essayé de nous contacter. Il y a rien. Et du coup, il dit, je vais lui parler. Et le gars nous envoie un message, il me dit, désolé, tout et tout, j'avoue que j'étais énervé et tout, j'ai mis une mauvaise note, mais je l'enlève tout de suite. Donc des fois, tu as des gens comme ça. C'est ça. Ils vont te mettre des mauvaises notes, ils vont plomber un listing, mais sans aucune raison. Quand c'est justifié, mais vas-y, mets la mauvaise note, merci, ça sera la dernière fois qu'on fera l'erreur. Après, plus tu as d'appartements, plus ça prend de temps à réparer l'erreur, parce que quand tu as 10 appartements, je vais te dire une bêtise, mais des fois, c'est des trucs qu'on ne peut pas gérer. Donc, si c'est lié à la décoration et aux équipements que le propriétaire n'a pas mis, je ne peux pas gérer. Je peux lui dire, écoute, il manque tel équipement qui nous pose problème aujourd'hui, et les locataires, ils en ont besoin. Est-ce qu'on peut le rajouter? Ouais, non, tu vois, je veux pas et tout. J'ai déjà mis beaucoup d'argent, il a dans l'appart et tout, je veux pas rajouter ça. Bon, tant pis, on va gérer avec la note, c'est pas grave. Par contre, quand on peut le gérer, on le gère. Et du coup, pour revenir à ce que je te disais, Airbnb, aujourd'hui, ils ont aussi lancé Guest Favorite. Ok. Tu vois, c'est je sais pas si en français c'est le même appellation, mais tu sais, en gros, quand t'as un appartement, même si t'es pas super haute, t'as le badge. Celui que les voyageurs préfèrent. Voilà, préféré c'est ça, voyageurs préféré des voyageurs. Et du coup, ça, même si t'es pas super haute, en réalité, moi je trouve qu'aujourd'hui le statut super haute il est surcoté. Ouais. Et les surcotés, c'est ça qui compte le plus. Moi, aujourd'hui, tu vois, comme je t'ai dit, je suis parti en vacances quasi tout l'été. J'ai pris des Airbnb. J'ai choisi que des Guest Favorite. Je prends l'onglet Guest Favorite et ça s'est super bien passé à chaque fois. Donc, mes Guest Favorite, ils performent bien. Donc, c'est aussi là que moi, je vais augmenter mes prix quand ils passent en Guest Favorite. Et maintenant, mon objectif, c'est d'essayer de
Voilà, je me concentre sur un appartement. S'il a une mauvaise note, je fais en sorte que tout aille bien avant que je refasse le listing. Et voilà. Et le problème aujourd'hui, Airbnb, c'est quand tu refais un listing, je suis obligé de refaire les photos. Je peux pas utiliser les mêmes photos parce qu'ils ont de l'IA et en fait, ils te disent, ouais, vous êtes en train de refaire un listing dans lequel il y a eu des problèmes, etc. Donc, on est obligé de refaire des photos. Donc, ça prend plus de temps. Et puis, quand on se dit on va refaire des photos, on se dit on va améliorer l'appartement avant, etc., etc. Donc là, je suis plus dans une optique d'améliorer la qualité des biens qui peuvent être améliorés. Parce qu'en réalité, les notes que j'ai, c'est rarement à cause de satisfaction, d'une insatisfaction avec l'équipe ou autre, tu vois. C'est souvent des gens parce que ils n'ont pas l'habitude de louer sur Airbnb, ils ont tu vois, nous, un truc tout bête qui m'arrive très très souvent, à Dubaï, on a des tours, des buildings, ils ont tour A, tour B. Ouais. Même si on le dit, on l'écrit, si le taxi le dépose devant la mauvaise tour, parce qu'ils vont juste dire, ouais, je vais à Downtown Views. Ouais. Ok, mais il n'a pas dit tour A. Ouais. Donc il va le déposer tour B, il va monter, je reçois un message, il y avait un client dans l'appartement, comment ça, il y a un client dans l'appartement? Non, il n'y avait pas de client dans l'appartement et tout, je regarde les photos, ok, non, c'est bien votre appartement. Ok, maintenant on a l'habitude, vous êtes dans quel tour? Vous êtes bien à la tour B? Et après on mange un mauvais commentaire qui dit que c'était pas la bonne tour, que les informations n'étaient pas correctes, etc. Alors que c'est lui qui est passé dans la mauvaise tour, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis d'ailleurs que certains buildings nous ont imposé le check-in en présentiel. Ouais. C'est ce genre de tour-là. Parce qu'il y avait trop de problèmes de gens qui allaient dans les mauvaises tours. Et ce sont les locataires à l'année qui ont commencé à se plaindre. Parce que tu as des buildings, il n'y a que du Airbnb dedans. Ouais. Donc, du coup, ça cause beaucoup de problèmes. Et bon, tu m'as dit que tu étais sur Airbnb, Booking. Ouais. À Britel. Non. Et ton pourcentage de réservation hors plateforme, il tourne autour de combien si tu montes c'est très variable, mais il doit tourner autour de 5%. Ouais, Booking doit tourner autour de 3%. Et le reste, c'est Airbnb. C'est bizarre. Hein. Ouais. Il y a des apparts, tu as un ou deux apparts, tu sais pas pourquoi, ça va être quasi 100% Booking. Ouais. Et t'as des apparts, je les ai depuis le début, il n'y a pas eu une seule résa sur Booking depuis le début. Hein. Ils tournent que sur Airbnb. Moi, ça me va, parce que Booking, j'aime pas trop. Moi, c'est l'inverse. Airbnb, ah ouais? J'aime moins. Ouais. T'as moins de Airbnb que de Booking? Plus Booking? Ouais. Incroyable. Après, le truc, c'est que sur Booking, t'as des outils que t'as pas sur Airbnb. T'as des outils du type... Après, c'est vrai qu'Airbnb, je passe pas ma vie dessus, tu vois. Mais sur Booking, par exemple, tu peux faire ton annonce performée, tu peux regarder par rapport à ta concurrence, tu peux mettre en place des stratégies carrément avec Booking, même par rapport au pourcentage. Genius, voilà, etc. exactement. Ouais. Au pourcentage service, tu peux la rattraper avec des stratégies. Tu peux rattraper, par exemple, si tu fais une promo de 15%, tu peux la rattraper autrement, etc. Donc ça fait qu'en fait, ton prix il reste le même. Tu vois, t'as plein de trucs comme ça. C'est vrai. Après... Ouais, ok, c'est vrai. C'est vrai, mais j'aime moins Booking quand même parce que je trouve que les clients sont plus laxistes aussi. Ouais, et puis même s'il y a un problème, c'est une galère pour récupérer un dédommagement. C'est ça. Vraiment. C'est ça. Mais bon. Ça fait partie du truc après. J'utilise la même stratégie tarifaire. Alors, on a Genius, on a Last Minute sur Booking également et tout. Mais, géolocalisé aussi géolocalisé, non. Non, oui, pardon. Alors, ce qu'on a en géolocalisé, ce que j'ai mis, c'est que c'est pour les gens de Dubaï et du Golfe. T'as des offres, mais parce que les gens du Golfe, ils ont plus l'habitude de Booking que d'Airbnb. Ah, ok, d'accord. Tu vois, donc ils bookent plus facilement. Européens et Asie et Américains, c'est Airbnb. Ouais. Ouais. À mon avis, je pense que ceux qui voyagent, qui font des plus longs trajets, enfin des grands voyages, je pense qu'ils vont Airbnb, puisque Airbnb c'est plus facile. Ils sont, s'il y a un litige ou quoi, Airbnb ils ont tendance à régler le problème et vite. Tu vois, ils vont t'appeler, ils vont te reloger, ils vont te rembourser, même
en moins d'une heure, c'est réglé. Ouais, c'est clair. Booking, tu peux rester à la rue. Ouais. Puis le réflexe de chercher un appartement sur Booking, en fait, c'est vrai que c'est un réflexe. C'est-à-dire que si tu, comme tu as dit, tu sais que tu vas rester longtemps, tu veux un appartement, tu veux du confort, Ouais, tu vas plus facilement c'est aller vrai. sur Airbnb que. D'ailleurs, on dit je prends un Airbnb, tu vois. Ouais, Je dis pas je prends un appartement. ouais. C'est devenu Oui, je du prends langage courant. Ok. Mais là, on va passer sur ton investissement. IMO, le premier. Donc là, tu as combien d'appartements que tu as acheté du coup? 3. 3, ok. Ouais. Et le premier Dont bien. ma RP, Le quoi? dont ma résidence principale. Ok. Et le premier bien que tu as acheté, c'était où? JVC, Ok. un one bedroom. Ok. J'allais te demander. Ouais, donc une chambre. Aujourd'hui, je l'ai transformé en 2 chambres. Ah, ok. Tu peux faire ça aussi? Ouais, alors ça dépend le building. Il y a des buildings Ouais, c'est là-bas, ça. ils t'autorisent à faire des travaux comme tu en as envie. Et il y en a d'autres qui t'imposent un cahier des charges. Donc tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. En tout cas, si tu le fais, tu peux prendre une amende. Donc tu l'inclus au coût de Ouais. ton Tes projet. travaux. Et donc ouais, après les apparts, ils ont quand même tendance à être de plus en plus petits, les nouveaux apparts. Ouais, Donc, bah pour oui. faire des deuxièmes chambres, des trucs Ouais. comme ça, c'est pas. Mais moi, le mien, il me permettait de faire ça. Et tu l'avais acheté combien si c'est pas Je l'ai acheté 840 000 dirhams à l'époque, donc en plan de paiement. Et après, je l'ai. Donc à la moitié du plan de paiement, j'ai soldé le plan de paiement, donc il restait à peu près 400 000 dirhams, donc c'est à peu près 100 000 euros à régler, Ouais. que j'ai payé cash en négociant avec le promoteur, une remise. Ouais, ok, Voilà. c'est cool. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il a dû doubler, non? Ouais, surtout avec les travaux. Ouais. Alors, peut-être pas, non, il n'a pas doublé. Triplé alors. Non, il n'a pas doublé parce que comme j'avais pris le plan de paiement, Ouais. j'ai payé le plan de paiement quand même. Tu vois, le plan de paiement, ça a un coût. C'est plus cher que si tu l'achètes cash. Ouais, Tu vois. ouais, c'est ça. Donc si je l'avais acheté cash, ouais, je pense il aurait été pas loin d'avoir doublé en termes de valeur. Là, je dirais qu'il a pris un bon 40. Qu'est-ce que je dis? Ouais, prendre un 40-50% de valeur. Ah, c'est cool ça. Ouais. Donc, si par exemple aujourd'hui j'ai envie d'acheter un bien à Dubaï pour le mettre en location courte durée, pour faire du 12%, qu'est-ce que tu me conseilles? Le quartier, le type de bien, tu me Ouais. conseilles quoi? Secondaire, déjà marché secondaire, pas off-plan. Ah ouais? Ouais. C'est là que se trouvent les pépites. Ok. C'est sur le marché secondaire. Moi, c'est que sur ça que j'ai fait mes meilleures offres, mes meilleures affaires, pardon. Donc marché secondaire, être patient, contacter énormément d'agents, idéalement des agents indiens, parce que ce sont ceux qui sont le plus sur le marché secondaire. Les francophones, eux, sont beaucoup sur le marché off-plan, Enfin, parce qu'il y a des commissions beaucoup plus intéressantes. Et que sur le marché secondaire, si tu veux, il y a une communauté indienne énorme là-bas, et donc beaucoup de propriétaires indiens, et ils ont plus facilement confiance quand ils confient leurs biens à d'autres indiens. Après, attention, hein, il y a d'autres communautés, mais si je parle de la communauté la plus représentée, c'est la communauté indienne. Donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup de partenaires agents immobiliers indiens qui sont sur le marché secondaire, et à chaque fois c'est eux qui me présentent les offres les plus folles. mais le truc c'est que les bâtiments ils sont pas un peu vétustes. Tu peux avoir ce genre de truc, mais des fois moi celui que j'ai acheté c'est des bâtiments neufs, hein. C'est des bâtiments neufs, des très bons développeurs. Le bien que j'ai acheté 200 000 dirhams en dessous du prix du marché, je l'ai acheté chez Iman Developer, qui est franchement qui fait de la très grosse qualité. Donc après, effectivement, tu as beaucoup de buildings qui sont vétustes sur le secondaire, mais c'est pas forcément ces biens-là qu'il faut aller chercher. Quoique, en fait, si tu trouves un ancien building qui est quand même bien entretenu, tu peux avoir des belles affaires et donc aller faire facilement tes retours sur investissement à 2 chiffres, avec une belle déco, une petite rénovation si nécessaire, ajouter des équipements que tu vas pas voir sur Airbnb d'habitude, et également vraiment te différencier un max. Tu vois. Là par exemple, moi la nouvelle méta que je vais essayer, je me baladais pas mal sur Airbnb et je vois que
Les décos, c'est tout le temps les mêmes, mais tout le temps les mêmes à Dubaï. Vraiment, peu importe, tu passes par une agence. Et pourtant, j'ai une agence de déco, donc même nous, là, on est en train de faire une nouvelle offre. Ouais. Si tu veux, tu regardes le fil d'actualité de Airbnb, là, où ils te proposent tous les biens, tu as l'impression que c'est des biens similaires. Similaire. Il n'y a rien qui ressort. C'est toujours des trucs beige, grège, un peu ce style, tu sais, avec les panneaux là-bas, c'est très à la mode et tout et tout. Un jour, le seul bien qui m'a marqué, c'était un bien où le gars, enfin le propriétaire, il a peint son mur dans un mauve taupe. Et il m'a tapé à l'œil tout de suite. Et je me suis dit, ça, c'est peut-être une stratégie aussi à faire, c'est de se différencier par une couleur différente dans le feed de dans le listing, ouais. Tu vois, parce que forcément, si ça t'attire, bah, tu vas cliquer beaucoup dessus. Et plus il y a de clics, plus Airbnb va te mettre en avant. Ouais, aussi. Et donc, même la wishlist, tu vois, quand on te met en wishlist et tout, ça te booste ton annonce. Donc là, j'ai débordé sur un autre truc, mais voilà. En gros, moi, ce que je te conseille, c'est ça, c'est marché secondaire. Tu fais une déco qui sort du commun, quoi. Tu mets des équipements pas la peine de mettre des équipements de fou, mais des équipements de qualité. Et derrière, tu crées une belle annonce, une bonne stratégie tarifaire. Mais voilà, vraiment, c'est à l'achat que tu sais que tu vas faire ta rentabilité. C'est pas après. Hein. Tu payes le bon prix, tu fais une bête de renta. Ok. Et du coup, c'est quoi la meilleure décision que tu as prise pour ton business? La meilleure décision, ça a été de créer du contenu sur Internet. Ok. Ouais. Ça m'a amené d'autres opportunités liées à mon business. Ça m'a amené une autorité auprès des agents immobiliers avec qui je travaille et qui me voient comme l'expert. Ouais, c'est ça. Pareil pour les clients avec qui je travaille. Donc forcément aussi des clients. Donc ça, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Vraiment, la création de contenu, montrer. C'est pas facile au départ, surtout moi, toi et moi, on a le même âge, donc on est entre les deux, tu vois. On connaît les réseaux, mais on a connu sans les réseaux aussi. Ouais, c'est ça. Donc on n'est pas né avec, et donc montrer sa tête, etc. Au départ, c'était pas facile. Ça met du temps. Ouais. Et puis aussi tout ce que ça peut. Alors moi globalement c'est que du positif. Parce que, voilà. Après c'est niché dans mon business. Voilà, c'est niché, c'est pas clivant, tu vois. Ouais. Donc non, je vois ce que tu veux dire. La deuxième, si t'en veux une autre, ça a été de m'entourer tout de suite, d'engager peut-être même un petit peu tard, mais assez rapidement les bonnes personnes. Tu vois, donc mon premier agent, mon premier employé, il m'a soulagé, mais tellement, ça m'a permis d'avancer beaucoup plus vite après. Okay. Bah écoute, Ilan, on arrive à la fin. Je sais que tu vas être papa, donc félicitations. Merci, c'est félicitations. Cool. Des projets futurs? On va continuer à développer l'agence, des services annexes, comme je te disais, liés au ménage. Ouais. Et puis on reste à l'affût du marché immobilier, que ce soit à Dubaï ou ailleurs. J'ai vu que tu voulais un petit peu, ou peut-être tu avais commencé sur Marrakech, non? Pas du tout. Il y avait le projet, effectivement, mais voilà, avec l'arrivée de l'enfant et tout, on a un peu ralenti. Okay. On va pas non plus... Et à part l'immobilier, tu investis ailleurs? Je sais pas, crypto? Crypto un peu. Ouais. Crypto un peu, mais moi je suis quelqu'un de patient. Ok. Je mets mes billes, j'attends que ça pousse. Bitcoin? Là en ce moment c'est sur l'Ethereum que j'ai fait, des placements. Le Bitcoin, au moment où j'ai voulu rentrer, c'était déjà un peu tard et j'avais déjà placé sur l'Ethereum. Et j'ai eu la chance de placer sur des coins qui eux m'ont rapporté il y a longtemps, mais j'ai déjà tout vendu. Donc, voilà. Ok. Bon, bah écoute, un mot de la fin, peut-être si on veut te retrouver sur les réseaux. Ouais, moi c'est Hilal BNB, donc HILALBNB, donc que ce soit sur Instagram ou YouTube. Donc globalement, c'est là qu'on me retrouve, c'est là que je poste le plus. Et puis, si vous êtes intéressé pour la gestion locative à Dubaï, vous pouvez me contacter sur ce réseau-là. Et puis, on a notre site medini-homes.com.
Voilà, comme ça pour voir les services qu'on propose à Dubaï. Bah écoute, merci à toi Hilal et puis à bientôt. Merci Raphaël pour l'invitation, à bientôt. Merci, ciao.